Regarde bien ces images. Des blindés polonais en mouvement, des dizaines, peut-être des centaines d'entre eux. Une grande colonne militaire avec chars, artillerie lourde et systèmes anti-aériens. Maintenant, regardez ces soldats. Ils sont en entraînement intensif, sous préparation constante. Vous voulez savoir pourquoi ? La Pologne n'est plus la même qu'en 2021. La vérité, c'est que lorsque la Russie a envahi l'Ukraine en février 2022, quelque chose a changé radicalement chez les Polonais. Quand ils ont vu des chars russes traverser les frontières, vu des villes bombardées, vu des millions de réfugiés fuir vers leurs frontières, ils ont commencé à se demander « Sommes-nous les prochains ?» C'est alors qu'ils ont décidé de se préparer, et pas seulement à se défendre, mais à se préparer pour ce qu'ils craignent le plus, et pour s'assurer que cela n'arrive jamais. Cette préparation a une cible spécifique. Regardez bien cette carte. Ce morceau de territoire russe s'appelle Kaliningrad, mais il y a un détail important ici. Il est complètement séparé de la Russie, entouré par la Pologne d'un côté et par la Lituanie de l'autre. C'est comme s'il s'agissait d'une île russe au milieu de l'Europe. Et, en ce moment même, 40 000 soldats polonais encerclent cette région. Ils construisent des murs, creusent des tranchées, installent des missiles. Un général polonais a déjà été très clair. Si la Russie attaque, nous brûlerons Kaliningrad, nous brûlerons tout dans un rayon de 300 km. Et puis, le 21 novembre 2025, quelque chose de grave s'est produit, et ce message a cessé d'être une simple menace. La Lituanie a pris une décision décisive. Continuez à regarder. Nous allons expliquer comment Poutine est tombé dans un piège sans issue, afin de bien comprendre comment il s'est retrouvé dans cette situation. Nous devons revenir à une date précise, le 21 novembre 2025, un jeudi ordinaire. À 14h37, un événement a tout changé. La compagnie ferroviaire de Lituanie a publié un communiqué bref, technique, froid. Nous interrompons immédiatement le transport des produits Lukoil vers Kaliningrad. La justification était bureaucratique, le respect des sanctions américaines. Mais l'impact a été dévastateur, car à ce moment précis, un train chargé de carburant russe était arrêté à la frontière lituanienne. 345 000 tonnes de carburant Lukoil étaient transportées chaque année par cette voie ferrée, un carburant qui maintenait Kaliningrad en vie et, du jour au lendemain, le robinet a été fermé. Imaginez que vous êtes russe à Kaliningrad, vous vous réveillez ce jeudi, allumez la télévision en buvant votre café et découvrez la nouvelle. La Lituanie coupe le transport de carburant russe. Votre première pensée a probablement été « Pour combien de temps ?» Mais ensuite, vous lisez le communiqué complet et vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de délai, pas de négociation, c'est coupé. Point final. Et vous courez jusqu'à la fenêtre, vous regardez dans la rue. Moi, un petit point à refroidir. Storyboard, hommes, formulaire de sécurité, voitures, camions, motos, tous se précipitent pour faire le plein avant la fin. Parce que tout le monde à Kaliningrad connaît la vérité. Cette région ne produit pas de carburant. Elle importe tout. Et le principal fournisseur était Lukoil. Imaginez des milliers et des milliers de camions-citernes alignés. C'est ce que représente 345 000 tonnes, du carburant, pour que les gens aillent à travailler, pour que les hôpitaux fonctionnent, pour les systèmes de chauffage pendant l'hiver brutal de la Baltique, où la température descend à -20 degrés, et surtout, pour que les chars russes continuent de rouler. Mais voici le vrai problème. Regardez à nouveau la carte. Kaliningrad est un morceau de la Russie, complètement séparé du reste du pays. Pour qu'un train parte de Moscou et arrive là-bas, il doit traverser un autre pays, la Lituanie, et la Lituanie vient de fermer la porte. Alors, ce 21 novembre, des fonctionnaires du Kremlin se sont réunis en urgence et ont posé la question évidente. Comment allons-nous approvisionner Kaliningrad ? Maintenant, il ne reste plus que deux options, le ciel ou la mer. Le transport aérien a été écarté en quelques minutes. Il est impossible de transporter des centaines de milliers de tonnes de carburant par avion.
Le coût serait absurde, la logistique invivable. Il ne restait plus que la mer. Envoyer des pétroliers de Saint-Pétersbourg, naviguant sur la mer Baltique jusqu'à Kaliningrad, semble simple sur le papier. Mais c'est là que le piège commence à se refermer, car la mer Baltique a complètement changé au cours des 3 dernières années. Lorsque la Finlande a rejoint l'OTAN en 2023 et la Suède en 2024, cette mer a cessé d'être neutre. Elle est pratiquement devenue un lac entouré par l'Alliance occidentale. Imaginez maintenant que vous êtes capitaine russe. Vous recevez l'ordre d'emmener ce navire chargé de carburant jusqu'à Kaliningrad. Vous quittez Saint-Pétersbourg, entrez dans la Baltique et observez le ciel. Des drones de l'OTAN tournent en cercle. Des avions de patrouille traversent d'un côté à l'autre. Vous regardez le radar du navire et voyez des signaux, des navires de guerre, des sous-marins. Tous vous suivent à la trace. Chacun de vos mouvements est documenté. Chaque coordonnée système de positionnement global enregistré. Vous êtes surveillé 24 heures sur 24. Et les navires que la Russie utilise pour cette route ne sont pas les meilleurs. Ils sont vieux, rouillés. Beaucoup n'ont même pas d'assurance adéquate. Des experts occidentaux appellent cette flotte la flotte des navires fantômes. Des centaines de vieux navires que la Russie utilise pour tenter de contourner les sanctions. Et voici la partie qui inquiète particulièrement les analystes militaires de l'OTAN. Ces navires éteignent souvent leurs signaux de localisation. Il existe un système international obligatoire qui indique où se trouve chaque navire. C'est comme le système de positionnement global de votre téléphone portable. Mais pour les navires, il sert à éviter les collisions. Mais les navires russes désactivent ce système volontairement et disparaissent tout simplement des radars. Les données de 2025 montrent que les navires liés à la Russie coupent leurs signaux 6 fois plus que les navires ordinaires, pendant des heures, parfois même des jours. Pourquoi ? Eh bien, il y a 2 explications possibles. Soit ils essaient de dissimuler des cargaisons illégales, soit ils font quelque chose de pire. Certains spécialistes pensent que ces navires cartographient le fond marin, en particulier les câbles internet qui relient toute l'Europe. Ces câbles reposent au fond de l'océan, et si vous coupez ces câbles, la moitié d'internet en Europe tombe en panne. Et il y a eu un incident qui a confirmé ces soupçons. En décembre 2024, un navire russe appelé Egles a été surpris en train de faire quelque chose d'étrange. Il naviguait lentement au-dessus d'une zone spécifique de la mer Baltique et soudainement, des câbles sous-marins de communication entre la Finlande et l'Estonie ont été endommagés. Des enquêteurs ont découvert des traces de traînées, comme si quelque chose de lourd avait été intentionnellement traîné sur les câbles, l'ancre du navire. Coïncidence ? Écoutez, personne n'y croit. Alors voilà la situation de Poutine maintenant. La dernière route d'approvisionnement de Poutine. Kaliningrad passe par une mer constamment surveillée par l'OTAN, utilisant des navires qui sont suivis, photographiés, traqués. En temps de paix, c'est déjà un cauchemar logistique. En temps de guerre, ce serait du suicide, ces navires seraient des cibles faciles. Mais le blocus maritime n'est que le premier anneau du piège. Le deuxième anneau est en train d'être construit physiquement, mètre par mètre, à la frontière. La Pologne ne fait pas que menacer, elle agit. Le projet s'appelle Bouclier Oriental. C'est la plus grande œuvre militaire en Europe depuis la guerre froide. Le gouvernement polonais investit 2,5 milliards de dollars là-dedans. Et qu'est-ce qu'ils construisent ? Imaginez une ligne de défense qui s'étend sur plus de 400 km du nord au sud, couvrant toute la frontière avec Kaliningrad et la Biélorussie. Ce n'est pas une simple clôture, c'est un système de défense à plusieurs couches, conçu pour une seule chose, arrêter une armée. La première couche consiste en des barrières physiques, des fossés anti-chars assez profonds pour immobiliser n'importe quel véhicule blindé, d'énormes blocs de béton appelés dents de dragon qui détruisent les chenilles des chars, et des champs de mines qui explosent au moindre contact. La deuxième couche consiste en une surveillance totale, tour avec caméra thermique pour voir dans l'obscurité, capteurs sismiques pour détecter les mouvements, et drones actifs en continu. Et la troisième couche tue. Des positions d'artillerie cachées derrière des blocs de béton,
des plateformes de lancement de missiles camouflés dans la végétation, des nids de mitrailleuses avec un angle de tir parfait. Des images satellites de novembre 2024 montrent cette construction en temps réel. D'énormes excavatrices creusent la terre, des camions déversent des tonnes de béton, des grues assemblent des structures métalliques. C'est une forteresse moderne, bâtie près de Moscou, bien plus que du béton et du fil de fer. La Pologne a déployé 40 000 soldats à cette frontière, 40 000 hommes armés jusqu'aux dents, et ce n'est pas tout. C'est ici que les choses deviennent vraiment effrayantes. La Pologne a acquis 800 missiles longue portée dont certains atteignent 900 km. Tu sais ce qui reste ? À 900 km de la frontière polonaise se trouve Saint-Pétersbourg, la deuxième plus grande ville de Russie, 5 millions d'habitants. Et un général polonais, Aksmund Andrzejczak, est passé à la télévision et l'a dit ouvertement. Nous avons la capacité d'attaquer directement Saint-Pétersbourg et la Russie doit le savoir. Ce n'était ni spéculation, ni hypothèse, mais une menace claire, même si ce n'était qu'une préparation, de la dissuasion, jusqu'à ce qu'un général polonais dise quelque chose qui change tout. Jaroslaw Gromadzinski, un ancien commandant de l'Eurocorps, il a accordé une interview à la télévision polonaise, et quand le journaliste lui a demandé que faire si la Russie attaquait, Gromadzinski n'a pas hésité. Il a averti « Si nécessaire, nous brûlerons Kaliningrad ». Il y a eu un silence dans le studio, puis il a continué « Nous brûlerons tout dans un rayon de 300 km, et si nous y sommes forcés, nous incendierons tout dans un rayon de 900 km. » 300 km couvrent toute Kaliningrad, 900 km atteignent Saint-Pétersbourg, la Biélorussie et des parties vitales de la Russie occidentale. Il a également expliqué la logique militaire derrière cela. Encercler Kaliningrad nécessiterait 3 fois plus de soldats que de la détruire. Alors pourquoi encercler ? En d'autres termes, ce qu'il dit, c'est qu'il est plus rapide et plus efficace d'anéantir la région que d'essayer un siège prolongé. Lorsque ces déclarations sont arrivées à Moscou, quelque chose a changé dans les couloirs du Kremlin. Parce que, pour la première fois, des officiers de l'OTAN parlaient ouvertement d'attaquer le territoire russe, pas de le défendre, mais de l'attaquer. Pendant des décennies, la doctrine de l'OTAN était claire. Nous défendons notre territoire, nous n'envahissons pas. Les généraux polonais viennent de déchirer cette doctrine et, tandis que les menaces résonnaient, le gouvernement polonais a agi en interne aussi. Ils ont lancé l'opération Horizon, un programme de sécurité intérieure axé sur une chose, arrêter le sabotage russe, car la Russie ne restait pas les bras croisés à regarder tout cela se produire. Elle attaquait, mais pas avec des soldats, avec du feu, des explosions, du chaos. Des entrepôts militaires polonais ont commencé à prendre feu. Mystérieusement, des drones non identifiés sont apparus en survolant des bases de l'OTAN. Des campagnes massives de désinformation ont inondé les réseaux sociaux polonais. La Pologne a subi des dizaines de ces attaques ces 2 dernières années. Mais voici la cruelle ironie. Alors que la Russie tente de déstabiliser la Pologne dans l'ombre, elle perd la capacité de se battre ouvertement. La vérité, c'est que la guerre en Ukraine épuise l'armée russe jusqu'au dernier homme. Discutons de chiffres. La principale unité chargée de défendre Kaliningrad est le 11e corps d'armée russe. Avant 2022, ce corps comptait entre 12 000 et 18 000 soldats professionnels entraînés, équipés, prêts. Mais lorsque la guerre en Ukraine a commencé, beaucoup de ces soldats ont été envoyés sur le front, en particulier à Kharkiv, l'une des batailles les plus sanglantes du conflit. Et là, ils sont morts. Ils sont morts ? Et ils sont morts. Des experts militaires estiment que la Russie a perdu des centaines de milliers de soldats en Ukraine, non pas blessés, mais tués. Officiellement, l'armée russe compte désormais 1,5 million d'hommes sur le papier. Mais qui sont ces nouveaux soldats ? En partie des conscrits de 18 ans, sans formation adéquate, des réservistes de 40 et 50 ans,
ramenés de force au service, des prisonniers recrutés dans les colonies pénitentiaires, avec une promesse de liberté. Et pour ce qui est de l'équipement, eh bien, les images satellites révèlent quelque chose d'impressionnant. Les dépôts militaires russes montrent de vieux chars rouillés en train d'être démontés. La raison est simple, ils n'ont pas de pièces de rechange, alors ils en cannibalisent certains pour en garder d'autres en état de marche. Et cela signifie une chose, pour Kaliningrad, les 20 à 30 000 soldats russes stationnés là-bas ne sont probablement plus capables de mener des opérations offensives. Ils peuvent se défendre pendant un certain temps, tirer depuis des bunkers, lancer quelques missiles, mais franchir ce mur polonais fortifié, attaquer la Pologne, ce serait un suicide tactique. Et Vladimir Poutine le sait. Il regarde la carte au Kremlin et voit le piège se refermer autour de Kaliningrad. Le carburant a été coupé, la mer est surveillée, la frontière est fortifiée. Son armée saigne en Ukraine, et les généraux polonais passent à la télévision en menaçant de brûler toute une région. Poutine a maintenant 3 options. La première serait d'abandonner Kaliningrad, de retirer les troupes, d'évacuer les civils, de céder la région. Mais cela serait une humiliation. Du moins, à l'intérieur de la Russie, cela serait perçu comme une faiblesse. Poutine ne survivrait probablement pas politiquement à cela. Option 2. Attaquer la Pologne, tenter de briser le siège par la force, envahir par le corridor de Suwałki pour reconnecter Kaliningrad à la Biélorussie. Mais cela active immédiatement l'article 5 de l'OTAN, la clause de défense collective. Un pays attaqué signifie que les 32 pays sont en guerre. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, tous contre la Russie. Comme l'ont déjà averti les généraux polonais, cette guerre commencerait par la destruction rapide de Kaliningrad. Option 3. Et la pire de toutes, utiliser des armes nucléaires. Peu de gens le savent, mais Kaliningrad abrite des missiles Iskander, qui peuvent transporter des ogives nucléaires et atteindre jusqu'à 500 km. Varsovie est à portée, Berlin aussi. Poutine pourrait appuyer sur le bouton rouge, lancer un missile nucléaire sur le territoire polonais comme avertissement. Mais s'il fait cela, que se passe-t-il ensuite ? La réponse de l'OTAN serait probablement apocalyptique. Elle inclurait probablement des frappes nucléaires de représailles. Alors, Poutine est probablement assis au Kremlin, regardant ces 3 options et réalisant qu'il n'y a pas de solution facile. Kaliningrad est devenu exactement ce que les Polonais voulaient, c'est-à-dire un piège. Une région que la Russie ne peut défendre efficacement. Un atout stratégique qui s'est transformé en un passif mortel pour la première fois depuis des décennies. Ce n'est pas l'OTAN qui est sur la défensive dans la Baltique, c'est Moscou. La vraie question n'est plus la capacité de la Pologne à attaquer, mais ce que Poutine fera pour sortir de ce piège. Et jusqu'à aujourd'hui, personne ne connaît la réponse. Maintenant, je veux connaître votre avis. Pensez-vous que la Pologne attaquerait vraiment Kaliningrad si la Russie déclenchait une guerre ? Ou est-ce simplement de l'intimidation pour tenir Poutine à distance ? Indiquez votre réponse en commentaire. Pour continuer à suivre des analyses sur les conflits militaires et la géopolitique, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. À bientôt.